People today do not know what happened during that time of our lives, and that they should know what went on behind the scenes, in front of the scenes, and during the scenes. And because of people like Dr. Leitz that were sent to our rescue, so to speak, that the good Lord meant to save us. Ernst II a sauvé des vies humaines. Les historiens de la Shoah appelleront ce sauvetage le train Leica de la liberté. 86 personnes rescapées du nazisme, promis à une mort certaine parce que nés juifs, ont été sauvées en grand secret par l'héritier de la société qui allait révolutionner la photo en inventant le Leica. Le pasteur Andreas Sebold commente pour nous des témoignages longtemps méconnus, bouleversants et lucides. Le train de la liberté Leica, c'est le fondateur héritier plutôt de Leica, Ernst Leitz, qui va permettre à des employés juifs de fuir le régime nazi avant de mourir? Oui, alors avant de mourir ou à être complètement démunis, envoyés dans les camps de concentration, et alors à la fois leur procurer des documents qui leur permettent, genre de visa, de permettre effectivement de pouvoir concrètement partir, en leur donnant les moyens, bien souvent sous forme matérielle, transporter des exemplaires de caméras Leica pour pouvoir, avec cela, en les vendant, bâtir une existence là donc dans le pays de refuge, et de pouvoir bien souvent aussi bénéficier d'un emploi dans les usines Leica, en fait, de devenir collaborateur, alors qu'à l'origine, ils n'étaient pas forcément ni photographes, ni techniciens de l'optique, mais en leur donnant aussi, offrant aussi des emplois, d'abord à l'usine Leica, encore en Allemagne, mais justement quand la situation est devenue trop tendue et trop dangereuse pour eux, de leur permettre dans les succursales de Leica aux États-Unis notamment, mais aussi en Angleterre, de pouvoir donc trouver un emploi, une formation là, et donc effectivement toujours avec ce but de pouvoir rebâtir une existence ailleurs en fait. Donc ça c'est ça ce qui est vraiment le prendre soin de la personne dans les domaines, enfin dans l'ensemble de son existence, en fait. Pas seulement en tant qu'humain, mais aussi économiquement, de pouvoir survivre et vivre, commencer une nouvelle vie. Est-ce que ce qu'a fait Ernst Leitz, ça ressemble à ce qu'a fait Schindler? L'histoire qu'on connaît tous avec ce film, la liste de Schindler, hein, donc c'est ce personnage, cet industriel aussi allemand du nom de Schindler qui a embauché dans ses usines, dans son usine, des travailleurs, comment dirais-je, enfin des travailleurs des camps de concentration, enfin qui étaient, d'ailleurs Ernst Leitz lui-même a aussi embauché dans ses usines pas des prisonniers de guerre, mais en fait des populations qui ont été envoyées dans des usines en Allemagne, travail forcé, pour contribuer à l'effort de guerre aussi, puisque les années de guerre avançant, eh bien, de plus en plus, se faisait sentir dans l'Allemagne des années 40, une pénurie de main-d'œuvre. Et donc, pour prévenir, enfin, ou pour, entre guillemets, trouver une solution à ça, eh bien, les nazis, ils avaient, donc, dans toutes les régions et pays occupés, fait prisonnier la population civile, les envoyer dans les usines, dont celle de l'essai de Schindler, et aussi celle des entreprises d'Ernst Leitz. Et bien sûr, le régime nazi lui-même avait un grand mépris pour ces populations-là qui n'avaient pas, à leurs yeux, une même dignité humaine qu'eux-mêmes. Donc les conditions de vie de ces travailleurs forcés étaient évidemment très
très mauvaise. Et Hans Leitz faisait partie de ceux, un peu comme Schindler aussi, qui a en quelque sorte protégé aussi ces travailleurs forcés. Et d'ailleurs il existe, il paraît dans les archives de la Gestapo, il existe des documents qui témoignent que souvent Hans Leitz a été réprimandé par des officiers Gestapo ou SS d'avoir été trop mou avec ces travailleurs immigrés, de ne pas avoir suffisamment montré de poigne avec eux, quoi. Donc d'avoir cédé à une espèce d'humanisme méprisable, alors que donc justement ça montre effectivement que Hans Leitz, comme Oskar Schindler, avaient tout fait ce qu'ils pouvaient faire dans le cadre de leur propre existence, à la fois d'humain mais aussi d'industriel, de pouvoir au maximum venir en aide, protéger ces personnes persécutées à cause de leur origine ou de leur point de vue politique. Ce qui m'avait aussi frappé, ce qu'on racontait de Hans Leitz, et même indépendamment de ce qui se passait sous le nazisme, son intérêt qu'il portait à ses collaborateurs, à ceux qui travaillaient dans ces usines, tous les matins, raconte-t-on, il se levait tôt pour aller rencontrer ses ouvriers dans ses ateliers, prendre leurs nouvelles, voir comment eux-mêmes allaient, comment allait la famille, est-ce qu'un tel elle avait trouvé un emploi ailleurs, est-ce qu'un tel était guéri de sa maladie, voilà. Donc on voyait bien une attitude un peu, on peut dire, de père de famille, en fait. Hans Leitz avait sa famille, il y avait ses enfants, mais on peut dire qu'en quelque sorte, tous ses collaborateurs faisaient en quelque sorte aussi partie d'une famille pour lui. Donc c'est peut-être la figure un petit peu du patron allemand d'une certaine époque, un peu paternaliste, qui avait certainement aussi un peu des mauvais côtés, mais je veux dire qui avait en tout cas cela comme bien, vraiment un intérêt et un souci pour les personnes qui étaient entre guillemets sous ses ordres en tant que chef d'entreprise. Donc c'est pas une résistance que celle, par exemple, bien connue sous le nom de l'attentat contre Hitler de 1944, avec ce cercle d'officiers qui ont donc planifié cet attentat contre Hitler. C'est une résistance qui se montre dans le soutien concret des personnes persécutées, allant jusqu'à prendre des risques pour sa propre vie. Donc, Hans Leitz a pris des risques. Il a pris des risques. Il a été toujours sous la menace d'être lui-même exproprié de son propre usine. Donc, il était un peu sur une crête. S'il était trop critique, en tout cas publiquement, vis-à-vis du régime nazi, il aurait certainement, il le savait, il y avait cette menace d'être exproprié et que le nazi s'approprie son usine, qui était pour eux essentielle de fabrication d'optique pour la guerre. Et donc, il savait qu'il était sous une crête, mais tout en sachant ça, il s'est pas contenté simplement de se mettre soi-même à l'abri. Il a pris des risques pour protéger ceux qui lui étaient confiés. Quelle était sa devise? Faire le bien, mais n'en parle pas. Fais le bien, mais n'en parle pas. C'est une devise protestante. Il était protestant? Oui, on peut peut-être dire, ça vient aussi quelque part d'une éducation protestante, où effectivement on est justement dans les convictions qu'on partage, eh bien on les met en pratique, et on est aussi, peut-être qu'il y a ce côté protestant aussi qui apparaît là. Alors je ne sais pas concrètement la spiritualité de Hans Leitz, on connaît pas, je pourrais pas en parler beaucoup, on ne connaît pas beaucoup, mais ce que je vois quand même, dans sa manière à lui de vivre, mettre en pratique ses convictions, de quelqu'un qui n'est pas préoccupé de son propre salut. Et peut-être que c'est ce côté-là aussi que je dirais, c'est un côté protestant, à savoir le protestant, il sait qu'il est sauvé par le Christ. Enfin, je veux dire, il ne se soucie pas de sa propre vie, il ne se soucie pas de savoir, devant le jugement dernier, il sait qu'il est aimé tel qu'il est, il sait qu'il
que Dieu l'accepte tel qu'il est, et donc du coup, il n'a plus à se préoccuper de son propre salut. Du coup, il peut se préoccuper de celui de salut des autres. Et peut-être que ce côté-là, cette conviction protestante-là, je la verrais bien en arrière-fond de ce personnage. Est-ce que c'est une découverte, ce héros? Je connaissais, ou j'avais entendu parler aussi d'autres personnages comparables tout à fait à la fois de leur situation de chef d'entreprise et aussi de leur, un peu comme Ernst Leitz, de leur engagement. Donc un autre personnage tout à fait comparable à Ernst Leitz, c'est Robert Bosch, donc le fondateur des usines Bosch. Pour les mêmes raisons, ou raisons semblables, un engagement en faveur de l'autre, de ses ouvriers, mais aussi des personnes persécutées sous le nazisme, à mépris aussi par rapport au nazisme et par rapport à ses partisans. Donc il y a eu effectivement des industriels comme Leitz et comme Robert Bosch qui ont agi de cette façon-là, sans, encore une fois, en faire un grand étalage. C'était juste parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, c'était leur conviction profonde. Il fallait le faire. Et pour moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui montre bien que, eh bien, c'est à la porte de tous au final. Ce ne sont pas ces personnages-là des héros exceptionnels que seulement eux, par leur grandeur, par leur force exceptionnelle, hors norme, auraient été capables de faire ça. C'est un peu trop facile de dire, comme on a pu le dire souvent après la guerre, en Allemagne aussi, on pouvait rien faire, c'était comme ça, c'était en dictature. C'est une excuse assez, comment dirais-je, assez facile, où il faut vraiment des exemples d'Ernst Leitz et de Robert Bosch montrent bien que non, c'est un mythe de dire on pouvait rien faire, on pouvait agir, les personnes pouvaient agir, il fallait même pas être industriel forcément pour pouvoir le faire, chacun pouvait le faire à son niveau. C'est pas forcément toujours des grandes actions qui sont nécessaires, mais on peut chacun faire quelque chose là où on est, ne serait-ce que en parlant, en racontant ces exemples-là, en faisant réfléchir sur la situation actuelle ou la situation actuelle, où est-ce qu'effectivement aujourd'hui aussi des personnes subissent des persécutions et donc qu'est-ce que nous pouvons faire, sachant, voilà, en se disant, pas avec cette idée préconçue, on peut rien faire, mais en se disant, on peut faire quelque chose, et des personnages comme Ernst Leitz nous aident à réfléchir pour le concret aussi de ce qu'on peut faire.